On va commencer par le mode sombre. Le mode sombre, donc qu'est-ce que c'est? Le mode sombre, l'idée, c'est tout simplement de rendre l'écran sombre. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais vous allez voir que c'est super utile. Déjà, qui peut utiliser le mode sombre? Parce qu'on se dit, c'est bien, tu veux nous proposer d'ajouter le mode sombre, mais est-ce que ce sera vraiment utile finalement? On se rend compte que les utilisateurs d'Android 9 et supérieurs, il y en a, je pense, pas mal. iOS 13, ça représente à peu près 90% des utilisateurs aujourd'hui. Windows 10, c'est aussi une grosse majorité des utilisateurs de Windows. Pareil pour macOS. Sur Linux, j'ai fait des essais. Il y a quelques thèmes sombres, mais derrière, le navigateur va pas être en mode sombre. Bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Pardon. Là-dessus, là-dessus, pourquoi est-ce qu'on fait du mode sombre? Déjà, en premier lieu, par rapport à la santé, pour le confort visuel, ça diminue la lumière bleue notamment. Pour les myopes aussi, hein, c'est utile, ça permet de mieux lire les textes. Il y a un impact en termes d'écologie, on y reviendra. Et après, il y a plusieurs autres facteurs, l'esthétisme, la possibilité d'avoir une meilleure concentration sur le contenu. Voilà, grosso modo, l'intérêt du mode sombre pour l'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait pour activer le mode sombre quand on est utilisateur? Soit on passe par les réglages de l'appareil, en activation permanente du mode sombre ou uniquement au coucher du soleil, soit en activation ponctuelle via le centre de contrôle. Le réglage permanent, il se fait comme ça. Donc là, c'est sur iOS. Donc on peut régler de manière permanente le mode sombre, hein, ou clair, comme on veut, ou de manière automatique, ou bien avec un réglage ponctuel. Il y a un petit curseur qui peut s'ajouter dans l'écran de contrôle qui permet ponctuellement d'activer ou désactiver le mode sombre. Donc ça, c'est la partie plutôt sympa. Enfin, le reste aussi est sympa, mais pourquoi est-ce qu'on fait un mode sombre? Ben, j'ai pris plusieurs sites. Donc, Swift Python Del, Stack Overflow, le site d'Apple, le site de Twitter, mon site, et le site LinkedIn qui ne supporte pas le mode sombre. Et on voit clairement que ça fait tâche. Ça fait une tâche de clair dans tout cet environnement plutôt sombre qui facilite la lisibilité. Et comment est-ce qu'on fait pour intégrer du mode sombre quand on fait de l'UI? C'est-à-dire l'interface utilisateur. Bah, déjà, chaque niveau de grille, Alexandre, on t'entend bailler, chaque niveau de grille permet d'estimer la profondeur des composants. Donc là, on voit avec l'illustration d'un écran de l'app raccourci, où toutes les tuiles sont sur un niveau de grille assez sombre. Et si on regarde en bas de l'écran, on voit qu'il y a un gris plus clair, ce qui montre que ça se superpose sur le reste du contenu. Et bien sûr, tout le fond de l'écran est noir ou presque noir pour signifier que c'est le plus sombre possible. Ensuite, les couleurs doivent vraiment contraster pour qu'il y ait une bonne lisibilité. C'est aussi un critère d'accessibilité. Et on voit que systématiquement, donc là j'ai pris l'exemple de l'application Podcast, on voit que systématiquement en mode sombre, le contraste est renforcé. Et sur la partie de droite, euh, on, on voit c'est un zoom en fait du bas de l'écran, et on voit que le violet est un peu plus clair en mode sombre. Tout simplement pour qu'il y ait un contraste suffisant et que ce ne soit pas difficile à lire. Voilà. Il faut vraiment que ce soit un vrai confort pour l'œil, quitte à ce que les couleurs partent un peu sur du pastel. Maintenant, au niveau du dev web, comment on fait quand on est développeur web? Donc dev, diminutif de développeur, hein, rien à voir avec le chanteur. Et bien comment ça se passe? Un vrai casse-tête, c'est ce qu'on peut se dire, mais en fait, pas tant que ça. Il y a le CSS que tous les développeurs web adorent. La première chose qu'on peut utiliser, c'est Prefers Color Scheme, qui est compatible avec tout sauf IE, parce que IE, c'est un peu le navigateur obsolète.
Et de toute façon, c'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation qui supportent le mode sombre. Donc on utilise le, le modificateur média. Et voilà, on définit pour un paragraphe spécifique dans l'exemple que j'ai donné une couleur spécifique. Après, le mode sombre, on peut le détecter en JS. Ça peut être pratique dans certains cas. Voilà. Parfois, c'est nécessaire. J'ai pas de cas en tête, mais c'est nécessaire parfois. Donc, ces quelques lignes de code permettent de détecter, en fait, ça renvoie true si le, le mode sombre est actif. Sinon, c'est par défaut le mode clair. Donc ça peut être pratique en JavaScript et ça fonctionne avec tous les navigateurs. Une chose qui est pratique aussi, c'est d'utiliser les variables CSS qui sont compatibles avec tous les navigateurs sauf IE. Et ce qui permet, admettons, si on utilise ce JavaScript, mince, je vais y arriver, voilà. Si on utilise ce JavaScript pour, admettons, déterminer un thème, qu'on va appeler datathème, au niveau du HTML. Ce datathème, on le retrouve dans ma balise HTML, voilà, qui est dans l'attribut datathème de ma propriété CSS. Et là, j'utilise la variable texte couleur. Et en fait, voilà, en fait, c'est cette couleur que je vais utiliser partout et c'est plutôt pratique. Pour le HTML, en fait, on peut utiliser Picture qui permet de définir des images alternatives. Et c'est parce que finalement, même si on met du texte ou des fonds d'écran d'une certaine couleur, il faut aussi pouvoir modifier les images pour que ça reste globalement cohérent en termes d'esthétique. Et là, la solution, c'est d'utiliser la balise Picture et le source spécifique pour l'image qui est incluse dans la balise Picture. Ce qui fait que quand je serai en mode sombre, ça utilisera img-dark.jpg et autrement, ça utilisera img-light.jpg, tout simplement. Donc en fait, on voit que c'est vraiment pas délirant au niveau code, hein, il n'y a pas besoin d'avoir... voilà. Ensuite, le processus général au niveau au niveau web, c'est détecter déjà que le mode sombre est actif, ajouter en JS un listener au match média qui permet de faire en sorte que si l'utilisateur, pendant sa navigation, passe du clair au sombre, on puisse actualiser l'affichage. Et ça va faire qu'en fait, qu'on aura toujours le bon CSS. Et l'idée, c'est ensuite d'adapter le HTML à ça. Maintenant, on a parlé du mode sombre, on voit à peu près l'intérêt, niveau esthétique et tout ça, mais quid du reste de l'accessibilité? Et ça, c'est un enjeu, parce que on n'est pas les seuls il n'y a pas que les personnes globalement valides, hein, et finalement, il y a assez peu de personnes qui sont vraiment totalement valides, vous allez le découvrir. Donc, il faut considérer tout le monde. Et la règle numéro 1, pour bien considérer tout le monde, c'est de se mettre en condition. C'est pas la peine d'imaginer comment on va vivre son expérience web ou mobile un utilisateur handicapé. Il faut vraiment se mettre à sa place. C'est le seul critère possible pour la réussite. Et pour cela, il suffit d'aller dans les options d'accessibilité, donc du smartphone, de la tablette ou d'ordinateur. La plupart ont un accès à toutes ces options. Si vous voulez tester comment peut un aveugle, comment il peut vivre son expérience mobile, tout simplement utiliser VoiceOver sur iOS ou autre hein, sur Android et Windows. Je parle de VoiceOver parce que c'est vraiment un outil qui est très très utilisé par les personnes aveugles. C'est Gilbert Montagny qui en a parlé sur une radio française il y a quelques temps et qui a dit que voilà, c'était vraiment génial et que justement l'iPhone lui avait changé la vie pour ça.
parce que ça lui permet d'être autonome. C'est hyper important de considérer que pour nous, ça peut paraître du confort, mais pour toutes ces personnes en situation de handicap et de handicap assez lourd, ça peut vraiment donner l'autonomie. Sachant que tout ce qui est compatible VoiceOver est aussi compatible pour les personnes tétraplégiques, pour plein d'autres handicaps. Et il y a aussi une autre chose à savoir sur VoiceOver, c'est que si la personne est très très handicapée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois aveugle et sourde, mais en fait, il y a une solution, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un casque pour avoir le retour audio de l'interface, parce que oui, j'ai oublié de préciser, VoiceOver permet de décrire toute l'interface utilisateur. Donc à l'audio, c'est-à-dire qu'en fait, là, VoiceOver va dire il y a un label avec un bouton et ainsi de suite. Ça va décrire tout l'écran. Mais le mieux, c'est de le tester pour le vivre. Et donc, comme je disais, si la personne est à la fois aveugle et sourde, il existe une solution, ce sont des transcripteurs qui permettent de faire une transcription de braille, des transcripteurs qui sont en Bluetooth, et c'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dicté par VoiceOver est retranscrit en braille sur l'appareil. Voilà. Donc c'est vraiment hyper important. Et un autre handicap, alors là, qui atteint beaucoup plus de personnes, mais qui est très handicapant, c'est le fait à la cinquantaine, on devient presbyte, ou alors on est avec une mauvaise vue, hein, mais il y en a beaucoup qui deviennent presbytes avec l'âge, hein, c'est normal. Et c'est un peu chiant de prendre des lunettes. Et là, l'avantage des smartphones, c'est qu'on peut utiliser une police plus grande. Et donc, s'assurer que tout le texte de l'interface, comme c'est illustré ici, est grossi. Donc, on a l'impression que le titre n'est pas grossi, mais quand on appuie dessus, le titre prend tout l'écran. Donc, l'idée générale, c'est bien de considérer qu'il ne suffit pas de cocher des cases. Je vois un truc, moi, qui me révolte en ce moment, c'est qu'il y a des nouvelles règles au niveau du gouvernement, pleines de bonnes intentions, qui disent allez, suivez ce formulaire et cochez les cases pour l'accessibilité, c'est hyper important. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de s'assurer que tous les utilisateurs, quel que soit leur handicap, soient autonomes. Et donc pour cela, il faut vraiment se mettre en condition. Des caches à cocher, ça sert à rien. J'ai déjà connu des sites, et c'est véridique, hein. J'ai connu des sites qui cochaient toutes les cases, qui avaient un label accessibilité, donc c'est quand même pas neutre. Par contre, dès qu'on activait VoiceOver, le menu principal qui permettait d'accéder aux options d'accessibilité n'était plus valide. Voilà. Un site qui a un super label, mais qui n'est absolument pas accessible à VoiceOver. C'est affligeant. Donc surtout, quand vous faites de l'accessibilité, mettez-vous à la place des utilisateurs. La règle numéro 2, c'est éliminer ce qui n'est pas essentiel. Parce que, en fait, ça concerne les personnes aveugles. Si vous faites une description complète, par exemple, avec l'image d'un chien pour illustrer un service vétérinaire, je pense que l'aveugle, il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Les images, c'est pas son monde. Lui, ce qu'il veut, c'est l'information audio. Et donc, une illustration de chien, ça lui parle pas. C'est purement esthétique et ça n'a aucun intérêt. Et en plus, les règles de focus et de voice-over pour la mise en avant sont utilisées pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. C'est-à-dire les personnes, je ne parle pas de troubles intellectuels, hein, mais uniquement cognitifs. C'est-à-dire les personnes autistes qui parfois ont du mal à se concentrer, les personnes épileptiques, et aussi, les maladies mentales parce qu'on a besoin de simplifier les choses. Mais voilà, ça concerne finalement beaucoup de personnes. Et donc, en fait, si vous traitez un handicap, ça va améliorer les choses. Donc, l'appareil d'assistance éliminera tout ce qui est jugé non essentiel pour la description du contenu, comme je vous l'ai dit. Et comme je disais, la perception du monde, en fait, n'est pas la même si on est aveugle, si on a des troubles cognitifs, ou quel que soit le handicap. Une fois qu'on a un handicap, ce qu'on veut, c'est essentiellement pouvoir être autonome. Donc, si on rentre un peu dans le code,
Pour le HTML, par exemple, l'attribut rôle peut être utilisé. Sur une image, par exemple, si je reprends l'exemple du chien, l'illustration d'un chien, j'ai mis la source, je mets le rôle présentation pour dire que cette image est une image de présentation. Il existe plein d'autres rôles, hein, en-tête, logo, etc. Ça permet d'avoir une description audio la plus proche possible de la vérité. La règle numéro 3, donc, c'est d'écrire ce qui est le plus important. Par exemple, une icône peut parfois aider un voyant à comprendre une action, c'est-à-dire la disquette, la fameuse disquette qu'on utilise pour télécharger. Ok, mais sauf que si vous avez un texte, par exemple, téléchargé pour télécharger une attestation ou quelque chose comme ça, vous aurez, admettons, attestation et une icône de téléchargement. Vous, en tant que voyant, vous comprendrez. Un aveugle, ça ne lui parle pas. Donc, il faut un texte alternatif en complément. De la même manière, s'il y a une image qui est utile, par exemple un graphique, il doit être assorti d'une description qui va être utile à l'audio. Et tout ça, il suffit de tester avec VoiceOver. Vous prenez votre page web, vous fermez les yeux et vous défilez dans VoiceOver. Et là, vous voyez si vous pouvez vraiment être autonome. Si vous pouvez être autonome avec VoiceOver ou un service similaire sur Android ou autre, eh bien, ça devrait le faire. La règle numéro 4, j'ai l'impression d'imposer plein de règles, mais c'est hyper important. Il y a plusieurs niveaux de titres, sous-titres et textes qui sont possibles. Donc ça, il faut les exploiter. Il faut éviter la mise en forme en tableau. Alors, si vous voulez vous marrer, ouvrez votre boîte mail avec, admettons, vous prenez votre boîte mail et vous utilisez VoiceOver. Vous ouvrez un email publicitaire et vous allez entendre ligne 1, colonne 1 du tableau, le contenu de la ligne du tableau, et ainsi de suite. C'est juste l'horreur. Après, donc voilà, il faut éviter les mises en forme en tableau. Les balises H1, H2, P, etc. Sont aussi automatiquement interprétées, donc faut vraiment les exploiter. Et sur iOS, il y a un truc sympa qui s'appelle les Dynamic Type. J'ai cherché ailleurs, je n'ai pas trouvé. Qui peuvent être utilisés en CSS pour choisir la bonne police. Vous vous rappelez du réglage de la taille de la police pour les personnes qui ont besoin de grossir le texte. Et quand je dis grossir le texte, c'est pas un zoom, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si comme si on passait d'une police de taille 4, admettons, à taille 18. Et ben en fait, pour ça, on utilise ce système de CSS. Et donc, voilà, ça utilise la transformation support. Par exemple, pour les titres en H1, je veux utiliser la police dynamique Apple, donc Title 1, donc il y en a plein, Title 1, Title 2, Body, Header, etc. Et avec ça, ça va adapter, tous mes titres auront une taille de texte adaptée. Et ça, c'est vraiment, c'est la Rolls. Je vous ai parlé d'accessibilité, maintenant je vais passer à l'environnement. Parce que dans un monde idéal, on fait attention aux autres, aux personnes en situation de handicap, et aussi et surtout à l'environnement. Eh bien, pour l'environnement, il faut considérer l'impact d'un bout à l'autre de la chaîne. De la conception, en tant que développeur, on conçoit, on utilise des outils, il faut choisir nos outils. Même si l'impact est limité, il y a un impact quand même, hein, chaque acte compte. Ensuite, la partie hébergement, la partie réseau et l'utilisation par en fait la partie utilisateur, quoi. Je vais décrire ça en détail. En termes de conception, le mieux, c'est d'utiliser du matériel avec un bon rapport consommation-performance. Il y a certains ordinateurs qui sont bien réputés pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois performants et à la fois ils ne consomment pas trop. Si possible, stockez vos données de travail dans des infrastructures hébergées par des clouds à faible impact énergétique. On va revenir là-dessus. Et utilisez du matériel recyclable. Donc voilà, par exemple, des ordinateurs en aluminium recyclé
et recyclables. Je parle évidemment des Mac, qui ont aussi du verre recyclable et ainsi de suite, ou des appareils de seconde main. Ou même, ça peut être un appareil recyclable de seconde main. Voilà. Donc, globalement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire son impact énergétique à tout moment. Et évidemment, travailler en mode sombre. En termes d'hébergement, l'idée, c'est vraiment de choisir un hébergeur dont le bilan carbone est le plus neutre possible. Faites fonctionner vos serveurs uniquement si c'est nécessaire. C'est-à-dire que faites attention aux scripts que vous utilisez et ainsi de suite pour pas que ça consomme. C'est pas. Faut être raisonnable, c'est tout. Et il y a des solutions d'hébergement statique comme Jenkins ou Publish qui fonctionnent très bien. Des sites peuvent être générés de A à Z en statique. Globalement, si votre utilisateur ne vient pas modifier le contenu du site, eh ben, vous n'avez pas besoin de faire un site dynamique. Et ça correspond à la plupart des sites. En fait, des solutions comme Publish ou Jenkins vont s'appuyer sur des outils comme Markdown et tous ces outils de rédaction pour générer systématiquement le site plusieurs fois et après l'envoyer sur un hébergement statique. Et ça fonctionne plutôt pas mal. On peut héberger son site via GitHub aussi, ce qui fait que vous hébergez votre code sur GitHub et votre code est utilisé pour générer une version statique de votre site. Voilà, c'est ce que j'ai choisi pour mon propre site. Il y a des sites comme Swift by Sundell. C'est un bon exemple parce que c'est un site qui héberge à peu près, je sais pas, 300 articles, 80-90 vidéos. Il y a un moteur de recherche intégré. Pour le moteur de recherche, ils utilisent un système de cache externe. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez poussé et c'est tout un site statique. Et d'ailleurs, celui qui a créé Swift by Sundell a créé Publish. Donc, pour les hébergeurs cloud fiables et plutôt propres, il y a Apple qui a été le premier à passer le pas du 100% énergie renouvelable. Donc, en hébergement, si vous avez une application, il faut savoir que dès que vous concevez une application iOS, automatiquement, vous avez droit à 1 pétaoctet, c'est-à-dire 1000 téraoctets de stockage gratuit dans iCloud. Donc, 1 pétaoctet, pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond aux données d'à peu près 40 millions d'utilisateurs. Voilà, c'est gratuit. C'est fourni avec chaque app iOS ou macOS ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas si vous concevez des apps mobiles. Et d'ailleurs, tous les services Apple fonctionnent comme ça en énergie renouvelable, y compris les services vidéo. C'est-à-dire qu'avec un peu de bonne volonté, Netflix pourrait le faire aussi. Google, c'est pareil, ils ont atteint très récemment le 100% énergie renouvelable, et c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire que globalement, eux aussi traitent beaucoup de données, hein. C'est toutes les données de nos smartphones qui vont chez Google et Apple, donc les deux principaux fournisseurs de données mobiles sont 100% énergie renouvelable et c'est plutôt positif. Microsoft avec Azure vient de passer la barre des 60%. Ils visent les 70% d'ici 2023, donc voilà, ça y va, mais doucement. Et Amazon est un peu à la traîne, ils sont qu'à 50% d'énergie renouvelable, donc il va falloir migrer tout ça. Voilà, donc faites de bons choix quand vous hébergez vos sites, parce que finalement, ça change pas grand-chose en fait. Ça change pas grand-chose, c'est pas plus contraignant d'être chez Google que chez Amazon. Sauf qu'en contrepartie, vous fonctionnez sur des énergies renouvelables. C'est un geste qui compte. Ménager les infrastructures Internet. Donc là-dessus, le mieux, c'est d'utiliser des protocoles qui favorisent la compression des données. Par exemple, HTTP2 est très très performant. Je ne l'ai pas mis, mais sur la protection, vous pouvez utiliser, sur la protection HTTPS, vous pouvez utiliser TLS 1.3, qui est plus performant que les anciens TLS. Ça, c'est au niveau des infrastructures serveurs. Minimiser au maximum la quantité de code JavaScript, CSS, HTML, en supprimant les espaces inutiles, etc. Mettez pas de code mort, évidemment. Si vous utilisez du JavaScript, c'est pas la peine de télécharger 50 000 composants qui vont peser une tonne. Tout ça pour transformer une date.
Faut être raisonnable dans ce qu'on fait de tout ça. Et l'idée après, c'est de compresser le code, compresser les images, compresser tout ce qui peut être compressé. Ensuite, l'idée, une fois qu'on a conçu ce code, c'est dans la conception d'appli ou du site, c'est toujours limiter les ressources consommées par l'appareil. Est-ce qu'un JavaScript est toujours indispensable? Eh ben, c'est loin de l'être. Pareil, j'ai vu pas mal de sites statiques qui fonctionnaient sans JavaScript. Et du coup, ça fait pas bosser la machine en permanence. Alors, le gros fléau, c'est tous ces pisteurs qui permettent d'alimenter en data des analytics, des outils d'analytics, type Google Analytics et tout ça. Généralement, on a à peu près 4 ou 5 outils d'analytics qui font tous le même boulot à peu de choses près et dont les données ne sont jamais. À bientôt, Sylvie, je vois ton message. Bon week-end. Et voilà, en fait, on a beaucoup de données qui sont utilisées et qui gaspillent en fait de la donnée. C'est ça, ça gaspille de la bande passante, du stockage et tout ça. Faut vraiment faire attention à ça. Et en plus, c'est pas terrible pour la vie privée. Est-ce qu'il est nécessaire de tout actualiser en temps réel? Ça, c'est aussi une question, hein. Est-ce que vous avez besoin de vérifier toutes les secondes si votre utilisateur a reçu un message? J'en suis pas certain. Et dans ces cas-là, utilisez plutôt du push ou des systèmes qui permettent d'optimiser la bande passante. Et dans la mesure du possible, utilisez le mode sombre. Rendez vos sites et vos applis compatibles avec le mode sombre. Ça peut économiser jusqu'à 30% de la batterie d'un appareil. C'est pas neutre, 30%. C'est-à-dire que votre utilisateur, si vous réunissez toutes ces possibilités, peut-être que vous allez réduire de 50% l'impact de votre site ou de votre appli au global sur l'énergie consommée. Et c'est autant d'énergie qui c'est bénéfique pour la planète. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous remercier. Donc vous voyez le site de Mora Innovation. Tant qu'à faire, je me fais un peu de pub. Vous voyez dans la screenshot euh, de gauche, dans la screenshot de gauche, le texte grossi. C'est-à-dire que dans les réglages de mon appareil, j'ai choisi d'avoir du texte gros. Eh bien, quand je vais sur mon site, le texte est gros. La screenshot centrale, c'est avec le mode sombre. Et la screenshot de droite, c'est la screenshot pour tout un chacun en mode clair. Sachant que tout le site est statique, hébergé sur GitHub, et avec finalement très peu de code, il n'y a pas de JavaScript ou de pisteur ou quoi que ce soit, c'est pas la peine, donc je l'ai pas mis. Voilà, donc vous avez des questions, j'allais vous proposer de poser des questions dans la conversation de groupe. Je vais répondre directement. Alors, je vais mettre la caméra, ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Tac, vous devriez me voir. Alors, je suis désolé, je suis pas hyper familier encore de Zoom. Ouais, donc en fait, l'idée, pour le code JavaScript qui s'exécute côté client, est-ce que c'est moins gourmand que le code qui s'exécute côté serveur? Ça dépend. Ça dépend. L'important, c'est surtout de bien avoir du cache côté serveur, d'avoir un système de cache qui va éviter d'avoir des téléchargements inutiles, ce qu'on appelle le cache HTTP. Et après, ouais, après, en fait, l'important, c'est de consommer moins de données. Il n'y a pas de règle, il y a pas de règle générale. L'idée, c'est vraiment de consommer, de voir ce qu'on consomme en données. Pour ça, il y a plein d'outils. Moi, j'utilise beaucoup Charles Proxy. Il y a Charles Proxy qui est pas mal. C'est un outil sur Mac. Je suppose. Ah oui, je sais pas si ça existe sur d'autres plateformes. Et ça permet de faire ça. Ça permet de débugger son code HTML, y compris en HTTPS. C'est-à-dire que tout le HTTPS qui passe sur la machine, on le voit en clair. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que ça permet de débugger facilement les sites, etc. Et voir le volume de données qu'on manipule vraiment. Et si on veut tester avec une bande passante basse, l'astuce, c'est de se créer un compte développeur Apple.
si on est sur du Apple, hein, c'est un outil propre à Apple. On se crée un compte utilisateur développeur Apple, on télécharge gratuitement les outils de développement Apple comme Xcode. Et après, sur le site de développeur Apple, on a accès aux additional tools, dont un outil qui permet en fait de limiter la bande passante consommée. Comme ça, on peut voir ce qu'un utilisateur voit en 3G ou en 4G en termes de débit. Et c'est plutôt intéressant pour mesurer l'impact énergétique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, soyez pas timide, il n'y a pas que Freddy qui a des questions quand même. Je regarde le chat, je vois rien. Bon, est-ce que globalement j'ai répondu à l'ensemble des questions? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que je n'aurais pas évoqués, par exemple, et qui vous intéresseraient? C'est terrible d'attendre des questions, c'est assez angoissant. Bonjour, du coup, Diane, je vais Ouais. prendre la parole. Ah, ok. Du coup, je me présente. Du coup, moi, je viens de créer une entreprise sur l'accessibilité numérique et la qualité web, donc avec de l'éco-conception. Et du Ok. coup, ça m'intéresse de savoir un petit peu les retours, parce que je ne sais pas exactement, du coup, je ne sais pas si on peut se tutoyer, ce que tu fais. Oui, on peut se tutoyer, oui. Ce que tu fais, du coup, c'est parce que tu travailles dans ça, c'est ton activité. Pas du tout. En fait, quand j'étais allé donc j'étais allé c'était en 2017. Moi, je raconte ma petite histoire, hein, mais j'étais allé en 2017 chez Apple pour me former lors de la conférence des développeurs. Et par hasard, j'étais rentré dans une conférence et là, il y a donc c'est un monsieur tétraplégique qui arrive et il commence sa conférence et il commence par ça. Il dit ce qui pour vous est du confort, pour moi, c'est l'autonomie. Et là, d'un seul coup, j'ai pris conscience de la responsabilité de mon boulot et j'ai enchaîné les conférences donc là-bas sur place, tant qu'à faire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez Apple, c'est des personnes en situation de handicap qui s'occupent de l'accessibilité. Donc c'est plutôt du bon sens. Donc c'est une personne aveugle qui s'occupe du développement et ainsi de suite, hein, ils vont assez loin. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai tiré le fil et j'ai fait pas mal de choses sur le sujet. J'ai essayé de sensibiliser mes clients. Parmi mes clients, il y a eu la Naïf qui tout de suite, c'est dans son ADN de faire en sorte que les choses se passent bien enfin d'être inclusif en fait. Et du coup, on a rendu l'application mobile accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et je pense que sur le site, il y a aussi des travaux, mais c'était pas mon domaine, hein. Je suis spécialisé dans le mobile. Et aujourd'hui, je continue avec même mes clients actuels. Là, je travaille à la MAF, on commence à évoquer le sujet. Voilà, ça fait partie de mon quotidien parce que finalement, on se rend compte que même s'il y a besoin d'avoir une certaine connaissance, hein, c'est important d'avoir une certaine connaissance, de se faire entourer de personnes qui sont bien informées sur l'accessibilité, ça permet d'aller plus vite. Malgré tout, une fois qu'on met les mains dedans, eh ben, c'est pas la mer à boire. Et d'ailleurs, aussi, une chose assez surprenante, et j'ai fait une conférence d'ailleurs là-dessus il y a quelques temps, vous pouvez la retrouver sur YouTube, c'était à Devox. Vous tapez Devox Florent Morin, de toute façon, j'ai pas fait 50 Devox. J'ai fait une conférence avec les gens justement de la MAIF sur l'accessibilité. Et finalement, on s'était rendu compte d'une chose, c'est qu'à force d'optimiser pour les personnes en situation de handicap, ben, ça profite à tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Et l'application est devenue meilleure pour tout le monde. Plus facile à utiliser, plus compréhensible, plus performante. Voilà. Et aussi, une chose qui était importante, c'est de se rendre compte que quand on traitait un handicap ciblé, finalement, ça pouvait solutionner beaucoup de handicaps. C'était l'idée. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, ça m'a intéressé, puisque du coup, je me spécialise sur ça, mais moi, j'ai été formée, mais finalement, c'est vrai que sur la partie mobile, on ne le voit pas trop. Et là, c'est la deuxième conférence pendant le confinement qui parle de l'accessibilité sur
sur mobile. Et du coup, c'est bien parce que c'est quand même une spécificité aussi. Ouais. Du coup, je suis contente que ça soit abordé. En tout cas, voilà, bon, forcément, moi, je suis déjà convertie puisque je Ouais. suis spécialisée dans ça. Mais bon, ça fait du bien. C'est vrai que sur New je ne le savais pas. Donc, on sera peut-être amené à travailler ensemble, j'espère, et Ah oui, à bah, se pas de souci. rencontrer. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Ouais, de rien, ça fait plaisir. Freddy, Alexandre, un commentaire? Ouais, pardon, c'est Alexandre. Du coup, oui, Ouais. pendant que vous parliez, j'ai posé aussi une question sur le chat. Ah oui, j'ai pas vu. T'as beaucoup parlé de l'iPhone, mais pas tant d'Android. Bah, en fait, sur Android, il y a déjà, comment dire, la partie navigation, il y a un outil qui s'appelle, c'est que en fait, je suis spécialiste iOS, hein, donc, enfin, je suis spécialiste Apple. Donc, c'est assez difficile pour Ah, moi de parler d'accord. de tout ce qui est Android, etc. Je Ok. sais qu'il y a un outil qui s'appelle TalkBack de mémoire, qui permet de faire l'équivalent de VoiceOver. Et après, globalement, malgré tout, avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, on a constaté que côté Android, l'axe était moins fort sur l'accessibilité, d'autant qu'il y a une surcouche constructeur souvent. Et cette surcouche, eh ben, les constructeurs, ils s'en foutent, hein, ils veulent juste faire voir leur marque et voilà. Ouais, Et tandis que côté Apple, il n'y a qu'une interface et c'est géré par Apple. d'accord. Ouais, Et voilà. L'uniformisation d'Apple a cet avantage-là d'avoir plus de contrôle et de. Ouais, complètement, ouais. Je pense que Google, d'ailleurs, Google a fait pas mal de choses hein, dans le domaine de l'accessibilité et surtout avec les dernières versions d'Android. Mais de manière différente d'ailleurs d'Apple. Pour Ok. moi, c'est assez complémentaire et je suis assez curieux de voir ce qui va sortir cette année. Ils avaient notamment fait un système qu'ils ont présenté l'an dernier pour. Alors, si vous voulez les voir, ouais, c'est hyper intéressant. Vous regardez des vidéos de Google I/O 2019 et on voit donc ils ont utilisé des systèmes d'intelligence artificielle, de machine learning, pour apprendre le langage d'une personne qui peut pas parler correctement, donc, qui est tétraplégique ou quoi. Bon ben voilà, enfin, ils peuvent pas s'exprimer comme quelqu'un de valide. Et en fait, ils ont fait une traduction du langage, entre guillemets, de la personne. Donc, il y a des phrases à répéter. Et le système de machine learning va retranscrire à l'interlocuteur en temps réel, comme si c'était une D'accord. langue étrangère. C'est assez bluffant. Ok. Après, il y a un système qui avait utilisé Apple. Apple avait utilisé VoiceOver. Pour l'instant, c'est qu'en anglais, tout simplement pour des raisons de vie privée. Eux n'utilisent pas leur serveur. Ils font tout sur les iPhones pour limiter l'impact au niveau de la vie privée. Et donc, il y a que la langue anglaise qui est prise en considération du fait de la complexité de la tâche. Ouais. Mais c'est sorti l'an dernier et je pense que ça va arriver dans un peu toutes les langues aujourd'hui. Donc, c'est pour les personnes tétraplégiques. Ils peuvent, en s'appuyant sur VoiceOver, donc il n'y a rien à faire côté développeur, en s'appuyant sur VoiceOver, on peut contrôler son iPhone de A à Z. Et il sait qu'on lui parle juste parce qu'avec le système d'intelligence artificielle et les capacités des caméras des iPhone 10 et tout ça, il sait reconnaître le visage et savoir si le regard est pointé ou pas sur l'appareil. Donc, et les témoignages sont assez bluffants, hein. Les gens, ça leur donne une autonomie mais monstrueuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin d'un joystick pour contrôler leur iPhone, c'est tout avec la voix. Et si on pouvait croiser les travaux de Google qui permet de mieux reconnaître la voix et les travaux d'Apple sur cette capacité à contrôler son iPhone ou son iPad avec la voix, ben, ce serait génial. Ça changera la vie de plein de personnes. Voilà. Et je pense que ça va se développer en, enfin, je pense que c'est déjà développé et qu'on va le découvrir dans les prochaines semaines. Ouais. À espérer peut-être qu'un jour ils, ils joignent leur force juste au moins pour cette question-là, parce que du coup, c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt complémentaires de ce que tu dis. Mais en fait, ils joignent souvent leurs forces.
Ouais. contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ils ont une approche différente de la vie privée. Ouais. Quoique, bon, Google commence à rejoindre Apple sur ce point-là, parce que tout simplement Google commence à faire évoluer son modèle économique hein, avec le RGPD, etc. Et ce qui du coup enlève des barrières. Et donc, parmi les travaux où je suis sûr qu'ils ont travaillé ensemble, le TLS 1.3, le nouveau système de sécurité des connexions HTTPS, c'était un travail conjoint. Sur tout ce qui est machine learning, la compatibilité entre TensorFlow et CoreML, c'est des travaux communs. Et c'est pas neutre parce que c'est justement tout ce qui est machine learning qui est utilisé pour l'accessibilité, pour du moins les nouveaux procédés. Et sur, il y a la fameuse API COVID-19, où là, ils ont travaillé ensemble et ils ont fait un travail qui est juste hallucinant en termes de vie privée, etc. C'est énorme. Voilà, et globalement, ils sont capables de se rejoindre sur pas mal de travaux. Sur WebKit, sur pas mal de projets open source, là, d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez WebKit, en fait, c'est la base de Chrome, de Chromium, et c'est aussi la base de Safari. En fait, ça a été mis en open source par Le moteur de rendu. ouais, le HTML. moteur de rendu, ouais. Et ça a été mis en open source par Apple, et du coup, ça a été repris par Google ensuite, et les deux travaillent dessus. Toute la couche compilation LLVM, ça c'est pareil, ça a été mis en open source, c'était open source. Apple en a foutu une couche parce qu'ils en avaient besoin pour iOS et macOS. Et Google s'est mis dessus justement en particulier pour son nouveau système Fuchsia, qui est le successeur d'Android. Bon, c'est un peu technique hein, tout ça, mais Ouais. et voilà, sur pas mal de projets open source, ils bossent ensemble. Et finalement, ils sont beaucoup plus proches qu'ils en ont l'air. Enfin, leurs ingénieurs sont assez proches. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est assez passionnant de voir ce qu'ils font. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de projets comme ça vient de petites équipes. Parce que justement, le projet Covid, là, c'est venu ils étaient une dizaine d'ingénieurs, encore une fois, qui se sont mis en commun. Ils ont dit, tiens, ben, on va proposer ça à nos patrons. Avec un peu de chance, ils vont s'entendre. Et ils se sont entendus. Et c'est plutôt pas mal. C'est dans l'intérêt général. Cool. Mm. Ouais, c'est ça. Ils arrivent à joindre leurs forces pour l'intérêt général. Ils arrivent à mettre de Ouais. côté les Oui, nouveaux puis aussi, concepts de marché. il y a un truc hein, par rapport à ça, c'est pas totalement anodin, c'est aussi que ça leur permet de tester leur technologie à grande échelle. Parce Ah, qu'en oui. fait, alors ça c'est pareil, je pense que ça va être révélé dans les prochaines semaines. Euh, mais quand on est sur place, on se rend compte un peu, parce qu'en fait, ils nous en ont parlé. D'ailleurs, on peut le retrouver hein, dans les vidéos de Google I.O. Enfin non, les vidéos TensorFlow et les vidéos de WWDC l'an dernier, où finalement, côté TensorFlow, ils étaient bien avancés sur ce qu'on appelle le Federated Machine Learning, c'est-à-dire que l'apprentissage automatique, je ne sais pas si vous connaissez un peu le machine learning, comment ça fonctionne. En gros, il y a un modèle, c'est une sorte de gros algorithme qui est utilisé. La conversation change complètement, mais c'est pas grave, ça a l'air d'intéresser tout le monde. Donc, on part d'un modèle, et c'est là où est l'intelligence du système, par exemple. Si je prends un exemple simple, pour reconnaître un chien sur une photo. Mm. Et ce modèle-là est dispatché sur les appareils. Donc ça, c'est déjà pas mal. On sait reconnaître sur l'appareil sans avoir besoin d'envoyer. Si, admettons, je veux voir toutes les photos de mon chien. Déjà aujourd'hui, je tape chien dans l'application photo de mon iPhone et il me sort toutes les photos de mon chien, sans se connecter à Internet, sans envoyer d'informations à Apple. Parce que l'intelligence est déportée sur mon téléphone. Ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est améliorer le système général, c'est-à-dire que si je demande une photo de mon chien et que ça me sort une photo, j'en sais rien, en mode belle-mère, je dirais, ben non, c'est pas mon chien. Et donc, je dis que j'informe le système qu'il doit se corriger. Là, sur l'appareil, ça va s'améliorer et l'amélioration est envoyée. Et en fait, ensuite, toutes les améliorations sont agrégées pour améliorer le système global et ensuite faire redistribuer sur les appareils. Donc, c'est hyper vertueux pour le système. Donc ça,
côté Google, ils étaient assez au point sur cette techno qui est vraiment géniale côté machine learning parce que on profite de la performance et de l'intelligence de millions d'appareils. Sauf que pour Apple, c'était pas assez privacy. Ils ont intégré ça dans iOS 13. C'est une technologie qui permet non seulement d'envoyer ces données, mais ces données sont brouillées. C'est-à-dire que ils partent de l'hypothèse que les données d'amélioration du modèle pourraient contenir des éléments qui pourraient aider à retrouver l'information de base et donc exposer potentiellement la vie privée des utilisateurs. Donc c'est un peu maniaque, hein, mais voilà, ils appellent ça Private Federated Learning. Et en fait, l'idée, c'est d'ajouter du bruit. Donc dans cette amélioration, ils ajoutent des fausses informations, des informations mauvaises. Mais que ils renvoient ça au serveur. Sauf qu'en agrégeant toutes les améliorations, le bruit est nettoyé, donc de manière isolée. On ne sait pas reconstituer l'information. Ah, okay. Et au global, eh ben, on se retrouve avec on profite des améliorations malgré tout du système. Et c'est complètement cohérent avec le fonctionnement du machine learning. Et tout ça pour en venir au fait que, évidemment, quand on voit le fonctionnement de l'API Covid qui fonctionne exclusivement sur les téléphones, sauf pour la mise en commun sauf quand une personne se déclare malade. Mais bon, ouais. Il y a plein de procédés, c'est assez taré le nombre de procédés qu'ils ont mis en place pour protéger la vie privée. Toujours est-il que si on voulait faire de la prédiction là-dessus, eh ben leur nouveau système tomberait à point nommé, ils pourraient le vendre à tout le monde. Parce que c'est du machine learning qui est privacy. Il n'y aura même pas besoin de faire de déclaration RGPD puisqu'on ne traite pas de données personnelles. Et ça, c'est un truc hallucinant. Et il est compréhensible qu'ils veuillent absolument mettre ça en place. Voilà. Donc c'est voilà pour la petite aparté sur le machine learning et tout ce qui arrive dans les prochaines semaines et prochains mois. Florent? Ouais. Ouais, salut, j'ai une question. Question. Ouais, salut. Toute simple, mais est-ce que tu sais, moi je reviens un peu, sur le sujet. C'est vrai que moi je trouve ça vachement intéressant, le sujet de l'écologie mêlé avec le numérique. Et est-ce que toi tu as des ressources, des sites ou des personnes ou des références là-dessus, des gens de confiance ou qui sont calés sur le sujet aussi, qui peuvent, sur lesquels par exemple tu t'es appuyé toi-même pour faire ta présentation ou qui sont un peu précurseurs sur le sujet, quoi. J'ai un copain qui est absolument spécialisé là-dedans, qui s'appelle Manuel Corosco Molina. Je vais vous mettre son. Voilà, il se fait appeler Steph MC, donc c'est parce qu'il fait aussi du rap. Hein. Et il est militant écologique, il fait plein de choses. Et lui, il est hyper à la pointe sur tout ça, les speakers, voilà, c'est. Je vous mets son. Je vais lui faire un peu de pub, hein, je vais vous mettre son profil LinkedIn. Du coup, c'est Diane, je me permets de prendre la parole. Sur La Rochelle, nous, on a l'Institut du numérique responsable avec Vincent Couboulet, qui est aussi très réputé avec le Green IT. Je ne sais pas si D'accord. tu connais, mais est-ce que tu as des références à nous partager? Oui, je vais le mettre. Ah, super, merci. Voilà. Ouais, après, en bonne référence. Non, mais ce que fait vraiment Manuel, il est hyper pointu là-dessus, notamment, alors lui, évidemment, il est aussi de la partie Apple et iOS et tout ça. Donc, il sait expliquer comment
optimiser une application iPhone pour justement qu'elle consomme moins de ressources. Et après, ah oui, il y a aussi évidemment tout est côté vidéo Google et vidéo Apple, il y a toutes les ressources pour optimiser tout ce qu'on fait. Et plutôt au niveau développement pour le coup. Pour développement mobile, je veux dire. Et après, ouais, enfin moi, c'est principalement là où je prends mes ressources, hein, mais de toute façon, de manière générale, si tu optimises pour les performances, eh ben, tu optimises pour l'environnement. C'est aussi simple que ça. Plus c'est rapide et moins ça coûte cher en termes d'énergie. Du coup, j'ai une question. Tu connais Upquest parce que du coup, dedans, il y a tout ce qui est éco-conception et accessibilité. Tu dis, pardon? Upquest, Ah oui, oui, je connais un peu, ouais. Après, du coup, je mets tout sur. Enfin, voilà, ouais. c'est pour, Ouais, ouais, bien sûr, oui, oui, comme ça on pourra consulter. parce que Ouais, là, du merci pour le coup, partage. Ouais. voilà, du coup, Upquest, pour ceux qui veulent débuter, c'est gratuit et il y a autant d'accessibilité que de l'éco-conception, plus plein d'autres bonnes pratiques. Donc, bon, c'est bien pour commencer. Moi, du coup, j'ai commencé par ça et je pense que c'est un bon début. Après, bah si, il y a, si, il y a, comment il s'appelle, Alexandre Jubien D'ailleurs, le Alexandre qui est ici, c'est pas Alexandre Jubien, hein. C'est tout hasard. Pas du tout. Ok, non, mais, parce qu'en fait, je reconnais pas la voix et voilà. Hop. Alors voilà le LinkedIn d'Alex, qui lui aussi plutôt c'est un speaker, et il partage beaucoup de ressources. Il est très impliqué dans tout ce qui est environnement, écologie, etc. Voilà. Et il est de Niort, hein, donc enfin de Choret, mais c'est comme s'il était de Niort. Et donc ça reste local. Et après, voilà, après vous tirez le fil, ou si vous suivez l'un ou l'autre, toutes ces personnes, de toute façon, après il y a tout un réseau qui suit. Voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis si j'ai d'autres références, mais a priori c'est tout ce qui me vient. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la MAIF. Ils sont dans l'Institut du numérique responsable, ils sont justement euh, très justement présents. Et Mm. effectivement, tout ce qui est accessibilité, moi je suis sociétaire. Et du coup, effectivement, tout ce qui est accessibilité, éco-conception, on a beaucoup d'informations régulièrement en tant qu'adhérents. Et ils sont effectivement beaucoup dans ça. Et ils Ouais, sont donc adhérents à l'INF, à l'Institut responsable. Donc ça ouais, m'étonne je suis pas pas étonné du hein, tout. Ouais. quand j'étais en mission là-bas, je voyais bien que, enfin, ils le vivent quoi. Ils font pas, c'est pas bullshit quoi. Ils le font vraiment ce qu'ils disent. Ben, justement, oui, moi j'étais adhérente, donc je le voyais passer et c'est vraiment en les voyant au numérique responsable que j'ai compris que c'était vraiment des valeurs et pas comme certaines structures où c'est juste de la com. Et Ouais, 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 effectivement, ils sont très présents sur ces sujets, mais c'est vraiment effectivement dans leur ADN. ça fait un moment qu'ils ont déjà plus de gobelets en plastique, etc. Ils ont tout mis en œuvre voilà, pour être au top quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais de toute façon, globalement, d'ailleurs, je crois que au niveau de la ville de Niort, on est un peu en avance sur les objectifs de l'ONU ou quelque chose comme ça. J'ai vu passer l'info, je suis pas, mais il y a des objectifs qui ont été mis en avant par rapport à l'ONU pour justement faire en sorte d'être le plus éco-responsable possible. Bon, en dehors du numérique, hein, mais on est on est plutôt pas mal situé, donc sa petite fierté locale, on va dire.
Voilà, ouais, sinon c'est vrai que moi j'étais assez bluffé quand j'ai vu les outils de. Là, je vais vous partager le site Swift by Sandel. Voilà, on voit que c'est un site qui est assez riche en contenu. Quand on le voit, on se dit pas, tiens, c'est un site qui est complètement statique et qui n'a pas de JavaScript ni rien, quoi. Et ça fonctionne, bah, du coup, c'est hyper performant et ça fonctionne du tonnerre. Mais du coup, en fait, enfin, c'est la réflexion que je me faisais à fur et à mesure où je prends des informations, notamment sur l'éco-conception, qui est plus récente du coup l'accessibilité au final. C'est qu'en fait, sur Mm. l'accessibilité, il y a, on va dire que finalement, tout le monde se met plus ou moins d'accord sur les pratiques. Sur l'éco-conception, aujourd'hui, on s'amène justement ces jeunes parce que tout le monde ne va pas forcément sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on Ouais, est d'accord même sur les présentations, on voit bien que la façon de toucher les gens par rapport à l'écologie, c'est pas forcément la même que sur l'accessibilité. Mais même dans les pratiques, aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, justement, en tant que chef de projet sur des projets de ce type-là, c'est compliqué parce que selon avec qui on travaille en prestataire, tout le monde n'a pas la même vision. Donc, notamment sur les CMS ou sur plutôt des sites statiques. Et selon les sites, enfin, voilà, c'est un peu compliqué parce que finalement, je crois qu'on est tous un peu en phase d'essai et de voir ce qui fonctionne ou pas et de s'adapter. Une chose est sûre, c'est que dans tous les cas, il faut des développeurs parce que c'est pas possible de faire ça, quoi. Concrètement, ouais. je sais pas trop, toi, par rapport à ton retour d'expérience, moi je suis un peu jeune, je viens de débuter, mais ça m'intéresse en fait. Bah, en fait, ce qu'il faut voir, c'est souvent les divergences sont sur une vision un peu long terme. Par exemple, il y a quelques années, on disait oui, le cloud, c'est le diable, faut pas utiliser le cloud, ça pollue énormément, etc. Maintenant, le discours commence à changer, étant donné que tous les serveurs de cloud, je les ai fait voir, hein, déjà les Apple et Google, qui sont certainement les plus sollicités avec les smartphones, ils sont 100% à énergie renouvelable. On aurait dit ça il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, eh ben on aurait dit c'est impossible d'être 100% énergie renouvelable. Et force est de constater que voilà, en fait le gros problème qu'il y a avec le discours, enfin de mon point de vue, le problème qu'il y a sur les discours qui parlent d'innovation, c'est qu'on ne considère pas la marge d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on considère un panneau solaire, admettons, sa productivité, elle est incomparable avec ce qu'on faisait il y a 30 ans. Ça produit beaucoup plus. Et ça s'accélère de manière significative. On peut pas se faire une idée de ce vers quoi on doit aller sans considérer que les choses s'améliorent. De la même manière, on voit avec les voitures électriques, encore quelques années, une voiture, ça faisait une cinquantaine de kilomètres en autonomie. Aujourd'hui, il me semble que Kia, de mémoire, Kia prévoit d'ici 2022 une voiture, donc dans 2 ans, hein, une voiture qui aura 800 km d'autonomie en électrique. Donc là, ça vaut le coup de se passer de l'essence. Et tout en ayant une batterie qui est moins polluante, qui se recycle, et ainsi de suite. C'est tout s'améliore. Les processus de construction, l'exemple le plus flagrant, c'est les voitures. Une voiture, il y a 100 ans, ça polluait, c'était l'horreur. On aurait eu, on aurait eu le parc actuel en termes de voitures, avec les mêmes voitures qu'il y a une centaine d'années, ben on vivrait dans un nuage noir. Voilà. Donc, finalement, tout ça, vu que c'est beaucoup, soit on a une vision où on se dit les choses peuvent s'améliorer et les rendements vont être plus efficaces ou pas. Et à très peu de choses, forcément les avis sont divergents. Mais le mieux, c'est de tester. Et c'est comme ça qu'on améliore les choses et qu'on peut aller vers quelque chose de mieux.
Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun a un point de vue à défendre, mais je pense qu'il y a des compromis à trouver. Du coup, en termes de temps et de coût, Ouais. en fait, l'accessibilité, aujourd'hui, on sait qu'on peut détourner des choses sur un site existant. Est-ce que tu penses que pour l'écologie, c'est pareil? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que l'écologie, ça ne peut être appliqué quasi que à la création d'un projet. C'est compliqué d'améliorer. Enfin, on peut, mais on a très peu en fait, on a très peu de possibilités d'amélioration profonde comme Ouais. Ouais, généralement, on est obligé de faire des changements en profondeur. C'est vraiment de la conception qui, par défaut, doit être. Parce qu'en fait, il y a tellement de couches qui se superposent. À tous les niveaux, tu peux faire des économies d'énergie. ça. Et du coup, sur chaque niveau, tu es obligé de mettre ta main. Mais après, comme on le voit, hein, il y a des trucs, c'est ce qu'on appelle des quick wins, hein. Si demain, tu fais un thème avec un mode sombre, eh ben bim, tous ceux qui ont le mode sombre activé sur leur téléphone ou leur ordinateur, ils vont économiser 30% sur la consommation de leur appareil. Jusqu'à 30%, quoi. C'est quand même pas neutre. Merci. Après, de la même manière, sur un site qui est déjà en place, passer du HTTP1 au HTTP2, eh ben, d'un seul coup, mais tu divises vraiment la consommation réseau. Donc, c'est moins d'infrastructures réseau sollicitées, moins de serveurs sollicités, et ainsi de suite. Et ça, c'est pareil. Pour moi, passer du HTTP1 au HTTP2, par exemple, ça coûte pas cher. C'est juste qu'il faut se bouger un peu, mais alors c'est difficile dans les grands groupes parce qu'ils ont généralement un filtrage des connexions en interne pour pouvoir surveiller l'activité. Et c'est là où c'est une contrainte légale, il me semble. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça n'est pas très sympa. Et de fait, le protocole HTTP2 peut poser problème parce que il fonctionne de manière différente. Mais sinon, pour un site web, admettons, classique, ou un service web dans le cadre d'une application mobile, on peut économiser beaucoup. Il y a plein de procédés assez dingues. Ah ouais, j'avais assisté à une conférence sur le Swift. Donc, il y a Swift, le langage de programmation pour l'iPhone qui est aussi utilisé qui peut aussi être utilisé sur les serveurs. Les gars avaient utilisé ce langage-là. Enfin, les gars d'ailleurs, hein, les gars ou les filles, je sais pas qui trop il y avait en face. Mais en tout cas, l'idée c'était de réduire drastiquement la quantité de données consommées en envoyant uniquement les données utiles. Parce qu'ils avaient constaté que, par exemple, je prends un exemple qui est assez classique, je prends une page d'accueil. Dans une page d'accueil, on va se connecter, donc je prends l'exemple des mutuelles parce que je suis tout le temps dedans. On va se connecter à la liste des contrats, à la liste des incidents, et ainsi de suite, et on rapatrie plein d'informations déjà à plusieurs endroits qui ne sont pas forcément utiles. L'idée qu'ils ont, c'est de se dire, le serveur ne renvoie pas tout ça, il va certes se connecter sur les services existants qui vont l'alimenter, mais il y a un service intermédiaire qui va filtrer, et ce service intermédiaire est au même endroit que les serveurs que les serveurs qui fournissent le global des infos, donc ça ne consomme pas plus, du moins l'impact est mineur. Donc ils se mettent en frontal et distribuent par Internet uniquement ce qui est vraiment utile. Et ce qui fait qu'on divise, mais pour, pour un écran principal qui est affiché à chaque fois qu'on se connecte, on peut diviser mais au moins par 4 ou 5 la consommation d'énergie. C'est pas rien. Multiplié par peut-être 10 000 connexions par jour, et ça fait pas mal. Hein. Ça fait des gigas d'économiser. Et des gigas, c'est beaucoup de données. Voilà. C'est beaucoup de données qui seront pas là pour consommer d'énergie et des ressources et C'est tout ce clair. qu'on veut économiser. Petite question pratique par rapport à ce que tu avais présenté. Les hébergeurs, Ouais. tu peux redonner les noms, voire donner les adresses? Ouais, donc en hébergeur, il y a
Apple, mais c'est uniquement pour les applis iOS, c'est un peu dommage. D'accord. Mais peut-être qu'ils vont sortir une version serveur, mais on n'en est pas là. Euh, Par contre, quand vous utilisez des services Apple, vous utilisez que de l'énergie renouvelable. Côté Et par Google, du coup. Google, 100% énergie renouvelable, donc là c'est pareil. Et après, Microsoft est celui qui suit le plus proche, donc Mhm. avec Azure Azure et GitHub aussi, parce que GitHub a été racheté par Microsoft, tout comme LinkedIn d'ailleurs, Ouais. et plein d'autres trucs qui sont rachetés par Microsoft. Et après, le dernier c'est Amazon. Amazon est à 50% d'infrastructures propres, mais par contre, il me semble que quasiment tout ce qui est en Europe est en énergie propre, notamment grâce à l'Irlande qui profite de plein de possibilités en termes d'énergie propre, il me semble. Je ne vais pas y mettre ma main à couper, mais voilà. Et le reste, après, je connais moins. Tu avais parlé de Jekyll et d'un autre Ah outil. oui, par contre, ça, c'est Jekyll, donc tu auras une doc. Pom, pom, pom. Hop. Donc ça, Du coup, c'est on peut avoir les slides parce que moi, ça m'intéresse, un des trucs que je des faisais. exemples Ouais, CSS notamment. Est-ce que c'est ouais, bien possible sûr, ouais, d'avoir? ouais, Comme je vais vous ça, on transférer les pourra les slides. récupérer. Merci. D'ailleurs, je vais en T'avais, faire un ouais, export. t'avais donné un autre exemple aussi avec Jekyll. Ouais, c'était Publish. Publish que, Publish. D'accord. ouais, je vous l'envoie de suite. Euh, qui a été utilisé pour Swift by Sandel et qui a été réalisé par John Sandel. Donc là, c'est en Swift. Mais en fait, Swift, vous pouvez l'utiliser sur, sur toutes les plateformes quasiment. Sur Linux, vous pouvez le mettre sur un Raspberry Pi, c'est assez sympa. Tac, tac, tac. Je vous sors les slides, comme ça vous les aurez de suite. En PDF, ça peut être pas mal. Super, merci. Oui, quand tu connais un langage front en particulier, il y a généralement l'outil pour. Ouais, et c'est assez délirant, hein, ce qu'ils sont en train de faire sur tout ce qui est langage front et back, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un tout autre sujet, mais aujourd'hui en Swift, on peut utiliser le même code pour le front et le back. Et c'est juste énorme en fait en termes Ah ouais, d'efficacité. Bah ouais, parce que tu mets ton back-end qui va faire le frontal. Et en fait, tu définis tes modèles, tes développeurs ou. oui, je suis développeur. Ouais. Ok, ouais. Non, je vais pas te parler chinois alors. Tu définis ton modèle avec Codable, qui est un système qui permet de transformer donc ton modèle en JSON et vice versa. Ok, Et donc, ça utilise ça. Donc, le back-end fait la transformation et partage le code de transformation avec le front-end. Ce qui fait qu'en fait, t'as pas de risque de te tromper dans les données qui transitent. Parce que souvent, tu as le problème, toi, l'exemple classique, c'est les dates. Les dates en JSON, c'est toujours pourri pour les lire, etc. Il y a toujours un risque d'erreur. Là, t'as pas de risque d'erreur, étant donné que l'outil qui va encoder est le même que celui qui va décoder. ok. Et c'est plutôt malin, quoi. Et tu peux faire évoluer toute ton infrastructure. Tiens, d'ailleurs, là-dessus, on parle d'écologie et tout ça, la tendance qui a l'air d'être là, parce que j'ai regardé les API Covid, et ça confirme un peu la tendance globale, eux, ils recommandent pour les échanges de données Protobuf, Protocol Buffer, en remplacement de JSON. Et c'est vrai que c'est plus performant. Ça consomme moins de ressources, et c'est plus souple aussi. Donc voilà, si vous vous intéressez un peu à Protocol Buffer, c'est peut-être une technologie d'avenir. D'accord. Voilà. Et ouais, C'est un truc de Google, c'est ça? ouais, c'est un truc de Google, mais du coup, vu que c'est open source, c'était adopté un peu partout. D'accord. Et partout, ils réussissent à avoir des performances meilleures que JSON.
Donc il y a un intérêt. Ok. Ouais, c'est assez frais, hein. J'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça j'ai vu ça hier, en fait, quand ils ont sorti la nouvelle version des API Covid, j'ai vu dans leur documentation en fait qu'ils stockaient les informations dans ce format-là. Donc évidemment, ils incitent à l'utiliser pour leur service réseau, mais pour te dire, le format d'échange de données pour le machine learning, que ce soit, alors encore ML pour sûr, ils utilisent une évolution de protocole buffer pour la TensorFlow, mais au moins pour Core ML, ça s'appuie sur du protocole buffer. Donc quelque part, voilà, je pense que les systèmes sur puce sont aussi optimisés pour ça. Si ça consomme moins de ressources au niveau smartphone, c'est aussi dans leur intérêt de facilement augmenter l'autonomie, quoi. D'accord, bah ouais. Voilà. Vous avez reçu les slides? Ouais. Cool, 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 cool. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, on pourrait faire plein de sujets, hein. Il y a plein de sujets de meet-up qui peuvent se greffer là-dessus. Je vais attendre un peu la WDC avant de. Je pense que je vais faire un meet-up post-WDC. Donc, le WDC, c'est le 22 juin. Et une fois que j'aurai passé ma semaine à fond dans toutes les nouveautés de iOS et macOS et tout ça, je pourrais en revenir avec tout ce que j'aurais appris et voir si ce que j'aurais estimé aurait été confirmé. Et ça risque d'être sympa, quoi. Voilà. Et Bon, du je coup, crois ce qu'on. sera en Ouais. présentiel ou ce sera en ligne? Non, du coup, ils vont le faire en virtuel, la WDC. Parce D'accord, mais je veux qu'habituellement, dire, le meet-up, oui. Non, non, mais le meet-up, on va faire pareil, un Zoom, là, c'est sympa. ouais, voilà, ben, parce que du coup, moi, personnellement, je suis sur Charente-Maritime. Du coup, Ouais, donc, du coup, c'est pour savoir si, ouais, ça ouais, va ouais, être bah, OK. tant qu'on est confiné, Ouais, on va faire comme ça. Et sinon, de toute façon, quand on le fait à New York Tech, généralement, on fait un live. ah, OK, Donc, c'est bon à ça doit savoir. pouvoir se Cool. faire. Ouais. Ouais, sympa. Ouais, 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 ça doit pouvoir se faire. Et pour tout dire, je me suis pas mal équipé pour la vidéo, donc autant le rentabiliser. Et voilà, pour pouvoir faire en sorte qu'on exploite tout ça correctement, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'après, on peut se déplacer, mais en termes d'écologie, c'est bien aussi si on peut continuer comme ça. Ben Je voilà, suis pour. exactement. Ben, le télétravail, c'est bien. Je m'étais amusé à calculer Ouais, ça a du bon, hein. je m'étais amusé à calculer les économies de CO2 pour quelqu'un qui habitait, je sais plus, qui faisait 10 minutes de route, quoi, grosso modo. Et en fait, ça fait quelque chose, genre, sur toute la période de confinement, autour de 60-70 kilos de CO2 économisés par personne. Et c'est pas notre. Ouais, en effet, hein. Ouais. Ah ouais, c'est pas notre. Et si on peut avoir des. En fait, toute la difficulté jusque-là avec le télétravail, c'est qu'on entendait, oui, mais les infrastructures, c'est pas clean, ça pollue les data centers et tout ça. Maintenant, c'est faux. Maintenant, la seule pollution qu'on a, c'est la pollution énergétique avec les appareils qu'on a à la maison. Donc ça c'est clair. Après, si on peut avoir du solaire chez soi, c'est bien, mais c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, hein. C'est un peu raide, c'est encore un peu raide. Et c'est dommage parce que le solaire, c'est quand même une énergie abondante et performante qui a fait ses preuves. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote. Dans les Deux-Sèvres, la plus vieille installation solaire a 27 ans. Et elle fonctionne encore. Ça donne une idée, avec la technologie d'il y a 27 ans, que ça soit encore, que ça produise encore de l'énergie, ça donne une idée du potentiel. En effet. Par contre, j'aurais C'est pensé que c'était plus vieux, toi. en Deux-Sèvres, hein. Ah oui. Mais 27 ans, c'est déjà pas mal. Mais Oui, c'est déjà pas mal. En tout cas, encore fonctionnel, c'est déjà pas mal du tout, oui. ouais, ouais, ouais. Et sachant que ce qui sort aujourd'hui a une plus grande durée de vie et produit au moins 2 fois plus, ouais, c'est assez vertigineux. Puis là, ouais, vraiment. Puis ça pollue toujours pas, de toute façon, ça pollue toujours pas quand tu le démontes, quoi. Je crois que c'est recyclable de mémoire à 98%, mais je suis pas très sûr. Parce qu'en fait, t'as quasiment pas d'électronique dedans. D'accord. Et derrière,
Parce que bon, bah, le verre c'est recyclable, enfin tout est des dérivés du sable essentiellement, et voilà. Donc c'est pas hyper polluant, quoi. Limite, tu fais refondre tout ça et tu Bah, resépares les éléments, quoi. ouais, tu pourrais difficilement parce que quand même tu as toujours un peu de perte, mais tu peux le réutiliser à autre chose. Ouais. Et ouais, j'étais parti sur autre chose à la base. Ouais, si, enfin, tout ça pour dire, ouais, finalement, avec le télétravail, voilà, il y a donc les hébergements, tout ça, maintenant, ça repose sur des énergies renouvelables, et il y a assez peu de chances qu'ils reviennent en arrière. C'est juste énorme, quoi. Sur les services que j'utilise aujourd'hui, mais Zoom, je me suis pas posé la question, savoir sur quelles infrastructures ils étaient. Oui, ils sont peut-être sur Amazon, par contre. Euh, ouais, mais sinon, ouais, globalement, autrement, les outils du quotidien, euh, c'est quasiment des infrastructures qui reposent sur du renouvelable, quoi. Donc, d'ici 10 ans, je pense que quasiment tout le monde y sera. Super. Voilà. Voilà, voilà. Bon, par contre, moi, je vais commencer. Je pense que je vais vous laisser parce qu'il commence à se faire tard. Juste pour des questions pratiques, est-ce que ça vous pose un problème parce que je vais publier la vidéo sur Vimeo. Est-ce que vous préférez que je coupe avant la conversation ou est-ce que ça vous pose aucun problème? Moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais pas pour les autres. Non, moi, ça me va aussi. Ok, Freddy. Oh, oui, moi aussi. Ok, bon, mais c'est cool, merci de votre consentement. Voilà, on essaye d'être RGPD comme on peut. Ouais. Du coup, ben voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour Merci de nouveaux beaucoup. meet-up. De même. Au À revoir. plus.